Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien au programme de la vidéo, l'analyse technique en préparation de la séance de mercredi, les news qui ont émaillé l'activité, le suivi de mon trade, d'autres plans de trade, et je vous retrouve de l'autre côté. Alors, la séance de mardi a été marquée par des news qui ne sont toujours pas bonnes, puisque finalement on apprend que les ventes des grossistes aux États-Unis s'affaissent de 17%, que les chiffres du PIB sont en contraction partout et que selon les études récemment menées, le pic de chômage devrait être atteint en 2021. Donc difficile dans ces conditions de comprendre pourquoi le Nasdaq inscrit un plus haut historique. On est maintenant au-dessus de 10 000 points. Et vous ne rêvez pas, c'est bien près de 50%, 48% pour être précis, que le Nasdaq gagne depuis la correction de mars, 50%. Et bien sûr, pour information, les indices mondiaux représentés par l'indice World est que 6 ou 7%, je crois, en dessous de ses plus hauts. Autrement dit, c'est comme si la correction et le crash boursier n'avaient pas eu lieu. Ce qui n'empêche pas le CAC 40 de s'affaisser de 1,55%. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il y a une résistance ici qui a incité et inspiré les baissiers. La résistance des 5193, 5333 est évidente, tout le monde la voit. C'est une analyse technique basique qui permet de voir que c'était un support qui a été cassé et donc de manière classique, on va dire, le support a changé de polarité en devenant résistance. C'est ce qui se produit actuellement, d'autant qu'on a connu une chevauchée fantastique depuis le 14 mai, donc même pas un mois. Le CAC 40 avait pris la bagatelle de 24%. Ok, il faut vraiment réaliser, il faut savoir que la progression moyenne du CAC 40, c'est 8% par an. On a pris 24% en 2 mois. Donc il est clair que les traders baissiers n'attendaient qu'une excuse pour tirer à vue, et l'excuse a été toute trouvée puisqu'on était au contact d'une résistance. Alors, je vous rappelle quand même qu'on est sorti par le haut de ce canal ascendant, une sortie complètement improbable, et à titre personnel, et je vous invite à vérifier, je considère que lorsque l'on sort par le haut d'un canal haussier improbable, qui normalement inciterait plutôt à sortir par le bas, on a généralement une accélération baissière plus importante que si on avait connu une sortie par le bas. Bon, pour l'instant, on n'y est pas, mais la consolidation est, là où je parle, toujours en marche. Ça ne veut pas dire qu'on va aller perdre 1000 points en ligne de droite, c'est pas ce que je dis, mais un retour sur la moyenne mobile à 20 périodes, par exemple, n'est pas délirante non plus. On verra. Pour l'instant, vous remarquez également qu'on avait un gap ici à 5053, 5061 qui a été ouvert sur le 5 juin, puisqu'il n'y avait pas eu de cotation entre les plus hauts du 4 juin et les plus hauts du 5 juin. La question qu'on pouvait éventuellement se poser, c'était de se demander la nature de ce gap. En particulier, le scénario le plus noir eût été que ce soit un gap d'essoufflement qui invite 1 à un comblement rapide, 2 à une accélération de la baisse derrière. Eh bien regardez, le gap a été travaillé, partiellement comblé, mais pas complètement comblé. Il reste un gap résiduel, faites-moi confiance, il est à peu près, alors je l'avais tracé en préparation, voilà, il est à peu près là. Il reste vraiment quelques points, mais il n'a pas été complètement comblé. Il est entre 5052 à peu près et 5053, donc un point. Mais ça suffit pour lui enlever le statut de gap d'essoufflement pour l'instant. C'est-à-dire que ceux qui pensent que ce n'est pas un gap d'essoufflement et que donc on ne devrait pas baisser significativement, peuvent entrer en trade maintenant. C'est-à-dire que l'idée, ce serait de mettre un stop en cas de comblement du gap, puisque du coup, effectivement, ce serait un gap d'essoufflement ou un gap commun. Un petit stop à 0,9% suffit. Il suffit d'avoir un objectif qui n'est pas supérieur à 0,9. Moi, je vise toujours, vous le savez, quasiment toujours des objectifs qui ne m'obligent pas à me confronter à des adversaires graphiques qui se mettraient au niveau des résistances ou des supports. Donc voilà, si je vise simplement la résistance, 1,94 de gain, 0,9 de baisse, de perte, voilà, on a un excellent ratio gain-risque pour ceux qui ont un biais haussier. Bon, à titre personnel, vous savez que ce n'est pas le cas puisque je suis rentré aujourd'hui en trade baissier. Alors, je ne vais pas répéter parce que ça va être très ennuyeux pour tout le monde d'entendre 2 fois la même chose. Mais en gros, je suis rentré dès que, je vous invite à regarder la vidéo d'hier, dès que mon ratio gain-risque était
favorable. Alors attendez, je vais en parler plus tard parce que j'ai besoin de la M7 pour ça, et là je suis toujours en train de faire de l'analyse graphique. Là vous remarquez qu'il y a un chandelier japonais qui s'appelle un avalement baissier, c'est-à-dire que la bougie rouge avale le corps vert. Alors il n'est pas parfait parce que pour les meilleurs d'entre eux, il y a la bougie rouge avale également la mèche, enfin toute la bougie avale la mèche et le corps rouge, pardon, toute la bougie 2 avale toute la bougie 1 et le corps rouge avale le corps vert et idéalement également la bougie avec sa mèche. Là, c'est un avalement baissier, mais il n'est pas parfait parce que la mèche dépasse un petit peu, mais l'esprit est là, si on regarde simplement les corps. Et ça, je vous invite à backtester, j'en parle dans mes 2 modules sur les chandeliers japonais, de tout ça. Ça invite à considérer que les plus bas n'ont pas été faits. Ce qui m'amène donc effectivement aux éléments purement techniques qui vont nous intéresser particulièrement, parce que je vais parler notamment du trade que j'ai commis là. J'avais expliqué hier que on avait réintégré les bandes de Bollinger et que donc du coup on avait plus de 70% de chance au regard du backtest pédagogique informatif que je vous ai proposé hier d'aller chercher la M7. Le seul problème, c'est que si j'étais rentré sur la bougie de réintégration des bandes de Bollinger, c'est ça la Bollinger supérieure, donc en dessous, eh bien, l'objectif aurait été, par exemple, de faire du 3% avec un stop loss qui était au-dessus de la zone de résistance. Eh bien, j'avais un ratio gain-risque qui n'était pas assez bon. Donc, j'avais expliqué dans la vidéo d'hier que j'attendais un pic haussier sur la séance de mardi pour avoir un bon ratio gain-risque. C'est ce que j'ai fait. Je ne me rappelle plus exactement du trade que j'ai fait parce que j'en ai passé plusieurs. Mais en gros, on va dire que j'ai pris à 5100. C'était juste un peu en dessous de 5200. On va dire que je suis rentré à 5200, pour faire simple, avec un stop à 2,6%. Et un stop à 2,6% et un objectif qui était la M7 à 3, quelque chose. J'avais mon ratio gain-risque, donc ça va. Je n'ai rien changé pour l'instant, j'ai pas pris mes profits, je suis toujours dedans et je ne descends pas mon stop loss sur break-even. J'aime pas beaucoup faire ça. Du coup, effectivement, j'attends toujours un contact avec la M7. Les bandes de Bollinger ne s'écartent plus. Il y a la Bollinger supérieure qui monte et la Bollinger inférieure qui monte aussi. Il y a des risques que l'on se mette en parallèle haussière, ce qui serait un signal haussier. Tout ça, j'en parle sur dans mon pack tout trado. Et ça nous amène au backtest du jour. Ah oui, j'avais mis pour rigoler, mais c'était pas vraiment de la rigolade, mais quand même, la moyenne mobile à 180 jours, on l'a pas encore touchée. Elle est là. Donc moi, je peux tout à fait envisager qu'on fasse quelque chose comme ça. On verra. Ok, pour l'instant, j'en sais absolument rien, mais c'est quelque chose que je peux envisager qu'on fasse. La tendance est haussière puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à M7, au-dessus de la moyenne mobile à M20, la moyenne mobile à 20 séances, donc tendance haussière de court terme, tendance générale haussière également. Et je vous invite maintenant à regarder le backtest du jour qui concerne les indicateurs techniques. Parce qu'il s'est passé quelque chose qui n'est pas bon. Regardez le stochastique qui croise son signal à la baisse et le MACD0 qui croise également son signal à la baisse avec des volumes qui ne sont pas insignifiants. Alors vous savez comment je fonctionne. L'idée c'est que les indicateurs techniques rapides donnent le là et il faut qu'ils soient relayés par les indicateurs techniques lents pour donner une vraie consolidation. Pour l'instant, on a le CCI qui est toujours en surachat, c'est bon, mais le MACD et le stochastique donnent des signaux baissiers. Tant que le MACD est au-dessus de son signal, le momentum au-dessus de 0 et le ratio au-dessus de 50, pas de panique. Mais voilà, c'est une fissure dans les fondations des haussiers. Alors voilà le backtest que je vous propose aujourd'hui. Je vous propose de regarder ce qui se passe quand le MACD 0 croise son signal à la baisse. C'est un signal que je suis, donc autant le backtester. Et je vais regarder ce qui se passe au niveau du MACD 0. Le backtest sera réputé réussi. Le test sera réputé réussi si on clôture plus bas que sur la bougie qui a entraîné le MACD 0 sous son signal, et le test sera réputé perdant si on va plus haut que sur la bougie de cassure du signal par le MACD 0. Bon, clairement ça vous donne ça. Alors regardez, attendez, je vais enlever ce dont j'ai pas besoin, sinon on voit plus rien du tout. Voilà l'idée. Voilà, là c'est un test qui s'est avéré perdant puisque le MACD 0 a croisé son signal à la baisse,
c'était ici, ok, sur cette bougie, mais on n'a pas clôturé plus bas que sur la bougie en question, mais par contre, à un moment, on est allé plus haut, donc c'est perdant. Celui-là, il est perdant aussi. Alors c'est dommage, il y a une belle baisse, mais bon, la règle du jeu, c'est qu'on est passé au-dessus avant de bénéficier de toute cette baisse, donc il est perdant aussi. Celui-là est perdant. Celui-là est perdant également, vous voyez, hein, on est allé, c'était le signal, il a été donné sur cette bougie-là, ok, et on est allé plus haut avant d'aller beaucoup plus bas. Celui-là, il est gagnant, pas de beaucoup, mais il est gagnant. Celui-là, il est perdant, celui-là, il est perdant, celui-là, il est perdant, celui-là, il est perdant, gagnant, gagnant, ouais, ici c'est gagnant parce que vous voyez, la bougie a croisé son signal MACD ici, on a bien clôturé plus bas avant d'aller plus haut. Perdant, gagnant, gagnant, perdant, 3 gagnants, 4 gagnants de suite. Bref, je l'ai fait 20 fois sur les 20 dernières bougies. Et le résultat est de 50%. Ça veut dire que si j'avais fait 100 fois le test, eh bien, j'aurais gagné 50 fois et j'aurais perdu 50 fois. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je me précipite pour jeter à la poubelle cette analyse technique et ce setup de MACD0? Non. Non, parce qu'en fait, il faut encore savoir combien je gagne quand je gagne et combien je perds quand je perds. Ok, là il est clair que en backtestant simplement est-ce qu'on va aller plus bas avec un stop loss au-dessus de la bougie précédente, j'ai une chance sur deux d'avoir raison, mais tout dépend de combien je gagne quand j'ai raison et de combien je perds quand j'ai tort. Imaginons, je dis n'importe quoi, que je gagne 2 fois plus quand j'ai raison que quand je ne perds, quand j'ai tort, eh bien, c'est un système qui est super rentable. Donc, à vous maintenant de faire varier si vous voulez aller dans cette direction et si vous êtes intéressé par un setup MACD 0, eh bien, regardez quand vous prendriez vos bénéfices, où mettriez-vous votre stop loss, parce que là, par exemple, il y a beaucoup de trades qui sont révélés perdants parce qu'ils sont remontés juste un petit peu au-dessus de la bougie. Mais imaginez que vous mettiez le stop loss ailleurs que juste au-dessus de la bougie du MACD 0 qui croise, eh bien, ça peut être très intéressant. Bon, voilà, c'est à vous de voir si vous voulez aller plus loin. En tout cas, pour l'instant, ce qui est certain, c'est que moi, je suis toujours en position baissière. Et le Ichimoku nous donne aucun signal aujourd'hui de particulier. La tendance est haussière, on le sait. Hein. La tendance de fond est haussière parce que le nuage monte. La tendance générale est haussière parce que la Kijun monte. La tendance de court terme est haussière parce que la Tenkan monte. Il y a un élastique qui est tendu entre les cours et la Tenkan, et comme on s'en est éloigné très fort, eh bien on y revient. Ça ne veut pas dire qu'on va toucher la Tenkan, mais ça veut dire qu'il y a des traders Ichimoku qui attendent qu'on la touche éventuellement pour surveiller la réaction et éventuellement entrer en action. Hein. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous souhaite une excellente journée. Merci pour tous les gentils messages que vous m'envoyez régulièrement. Ça fait très plaisir et c'est une vraie motivation pour moi. Merci également de continuer à me mettre des petits pouces sur les vidéos. Ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.